Bonjour à toutes et à tous. Merci de m'accueillir à Bordeaux. Alors j'y viens assez fréquemment, j'allais dire 2 à 3 fois par an quand même. J'ai fait aussi un début de santé communautaire et de promotion de la santé il y a fort longtemps. Non pas que je sois très âgé, mais voilà. Donc Bordeaux est une ville que je connais bien et que j'apprécie, et les gens sont agréables, et surtout il fait toujours beau ici, sauf hier soir avec un petit orage. Mais j'étais pas dessous, donc j'ai pu voir les gens courir, ce qui m'a rappelé ma Bretagne. On court tout le temps. Trêve de plaisanterie, donc moi je vais effectivement parler plus alors d'éducation pour la santé. Je suis moins apte à parler d'éducation à l'environnement, même si par mes activités, je croise bien évidemment de nombreux professionnels, de nombreux projets qui sont sur ces questions-là. Moi, je serais plus sur le volet santé. Alors, en posant peut-être un certain nombre de préalables, et de revenir un petit peu sur l'histoire éducative et la question des enfants, en disant que quel que soit le domaine, qu'il soit social, éducatif, politique et même de société, l'enfant reste un enjeu important pour la société française. Je crois que c'est une idée assez forte qui est issue quand même du 19e siècle. Alors vous voyez, je remonte quand même pas très très loin non plus, où l'idée que l'enfant est un bien collectif et national. Je crois que ça a été posé comme un élément assez central, où l'idée était il faut compter et protéger les enfants, avec un des slogans, alors je dirais un des slogans de l'époque, on se met dans une perspective de l'avenir de l'enfant, futur citoyen, futur soldat, futur ouvrier. C'était le mot d'ordre de l'époque. Alors c'est vrai que sur futur soldat, on était dans une époque un petit peu trouble, mais on se mettait déjà dans une perspective au travers de ce comptage et de cette idée du bien national qui faisait face aussi à une énorme mortalité, je dirais, des enfants. Il y avait vraiment cette idée-là, et l'État à ce moment-là met en œuvre un certain nombre d'actions. Je ne vais pas revenir sur toutes les actions qui ont été mises en œuvre. Alors, des prestations matérielles pour aider les mères de famille, notamment en direction des mères, comme il disait, les mères aimantes de 22 ans qui étaient très pauvres. Il fallait les aider matériellement pour pas qu'elles abandonnent leurs enfants. Création aussi, alors ça existe maintenant sous des formes un petit peu différentes de ce qu'on appelle la tour d'hôpital. Je sais pas, c'était pour éviter les infanticides d'enfants, où dans les hôpitaux on mettait en place des espèces de niches, on peut appeler ça de cette façon-là, où les parents pouvaient déposer leurs enfants. En fait, ils les laissaient à l'État plutôt que d'éviter de les tuer. Voilà, c'était un peu cette idée-là. Alors, c'est des dispositifs qui existent encore sous des formes différentes et de manière européenne aussi. Mais on a aussi le début de toutes les actions d'hygiène, qui sont, là je parle vraiment de termes d'hygiène, donc la question du goutte de lait, avec les pratiques de stérilisation des biberons, la distribution de lait de bonne qualité. Ça c'était aussi avec l'idée ça servait à conserver les enfants, donner une image robuste de l'enfant. On est aussi dans le développement de manuels de puériculture. C'est les premiers manuels de puériculture qui existent, avec déjà un leitmotiv qui est l'allaitement maternel, qui reste alors de manière très, très forte aussi actuellement. Alors l'idée était bien de mettre l'enfant, je dirais, et de permettre à chaque enfant, au travers des actions éducatives, de lui donner à la fois un certain nombre de connaissances, permettant à terme, effectivement, de devenir un citoyen à part entière. C'était bien l'idée. Et je dirais, de manière plus actuelle, en 1989, la Convention internationale des droits de l'enfant qui a été ratifiée en France, j'allais dire, consacre un petit peu cette dimension du bien national et collectif qui est l'enfant, en lui octroyant un certain nombre de droits,
dont je rappelle, même si c'est pas forcément le droit qui est le plus valorisé en France, le droit à la santé. Ça va être l'article 54 ou 20, je ne sais plus, à chaque fois j'ai un trou de mémoire, mais c'est pas le droit sur lequel on insiste le plus. Alors évidemment, parler d'enfants interpelle aussi tout le système éducatif, que je ne restreindrai pas volontairement à l'éducation nationale, même si effectivement il y a un énorme rôle à jouer, mais bien à l'ensemble des acteurs pouvant intervenir auprès des enfants, alors que ce soit des animateurs, des éducateurs, les parents, les enseignants et tout type d'adultes, ou comme on le dit très souvent pour reprendre un proverbe malien, il faut tout un village pour éduquer un enfant, et je crois que ça c'est important de le remettre aussi en perspective. Alors le domaine de la santé et de l'éducation pour la santé est bien au cœur, je dirais, de cette problématique éducative qui s'inscrit dans un premier temps au XIXe siècle dans un courant hygiéniste. Ça c'est quand même important de le repréciser, et qui par la suite va subir un certain nombre de modifications en interaction avec l'évolution de la société, des pratiques pédagogiques et puis des améliorations de connaissances aussi sur la santé. Alors pour reprendre très schématiquement, ça c'est toujours intéressant de le repréciser, l'éducation à la santé du 19e siècle, du début du 19e siècle et jusqu'au milieu du 20e siècle, je crois que c'est important de préciser qu'on n'est pas si éloigné de ça, s'inscrivait plutôt dans une dynamique d'éducation qu'alors nous en tant que sociologues on appelle éducation style Troisième République. Oui, je sais, ça fait sourire, mais comme l'illustre Émile Durkheim, alors je ne l'ai pas fait exprès, mais Émile, notre papa fondateur de la sociologie, a quand même exercé, je dirais, à Bordeaux, sur une chaire d'ailleurs qui s'appelait Éducation et Sociologie. On voyait bien que c'était sa perspective. Et Émile Durkheim, qu'est-ce qu'il disait en 1920 dans Éducation et Société, pour illustrer la société, alors je ne vais pas faire, si je peux faire, la société, non, je ne vais pas le faire comme ça. La société se trouve à chaque génération en présence d'une table rase sur laquelle il faut construire un nouveau frais. Il faut que par les moyens les plus rapides, à l'être égoïste et asocial qui vient de naître, elle en surajoute un autre capable de mener une vie morale et sociale. Voilà quelle est l'œuvre de l'éducation et on en perçoit toute la grandeur. Alors il rajoute un petit peu plus loin, l'éducation est l'action exercée par la génération adulte sur celles qui ne sont pas encore mûres pour la vie sociale. Elle a pour objet de susciter et développer chez l'enfant un certain nombre d'états physiques, intellectuels, moraux que réclament de lui et de la société politique dans son ensemble et le milieu spécial auquel il est particulièrement destiné. Ce qui est important dans cette époque-là et qu'on retrouve aussi dans le volet de l'éducation pour la santé, c'est que les enfants et les jeunes n'ont pas de savoir. Ce sont les adultes qui savent et qui vont éduquer. Alors pourquoi on dit dans un style Troisième République, c'est qu'on est sur un modèle très descendant, ne prenant pas en compte les savoirs des personnes et imposant un certain nombre de règles, de codification dans la vue, effectivement, d'une société qui était à la fois religieuse, politique, etc. C'est-à-dire qu'il y a une négation, en fait, de l'individu. Alors, je ne dis pas que c'est une critique, c'était l'époque, bien évidemment, mais on voit bien cette perspective-là. Alors, dans le domaine de l'éducation pour la santé, un petit peu plus tard, on retrouve cette dynamique sur un peu cette perspective, avec notamment le docteur Delors, qui n'est pas de la famille de Jacques Delors, parce que ça se termine avec un E à la fin, qui en mai 1943 a créé la revue La Santé de l'Homme, voilà, c'est celle-ci, alors maintenant qui s'appelle La Santé en Action, qui lui, effectivement, sur les questions d'éducation pour la santé, à l'époque est avant tout une éducation à la propreté. Propreté morale et qui se traduit aussi par les termes d'hygiène. Quand vous lisez les vieux numéros de la Santé de l'Homme, alors vous avez toute la collection à l'IREPS Aquitaine depuis 1942.
Voilà, il n'y a que 3 comités en France qui ont la totalité des numéros, et moi qui commence à les avoir à peu près tous. On est vraiment sur des questions d'hygiène. Alors on le retrouve sur des multiples formes, l'hygiène des pieds, des mains, des yeux, ils n'ont pas fait les fesses, mais c'est indissociable à la propreté morale. On retrouve les mêmes dynamiques que ce que pouvait dire Émile Durkheim. Alors, ce qu'il dit lui en 1942, ce qui est quand même une période un peu trouble aussi, conserver sa santé et sa propreté physique, et pour, là je peux le faire avec l'accent, conserver sa santé et sa propreté physique est pour l'individu le premier devoir envers lui-même et envers les groupes, familles, professions communes et la communauté nationale dans lesquelles il vit, avec un slogan « Servir la cause de la santé publique, c'est servir la cause de la France ». On a dit ça, on a tout dit. Bon, c'est sûr que c'est le discours de l'époque, mais on voit bien cette dynamique qui est en cours. Et dès lors, je dirais, les actions se concentrent sur les enfants et sur le milieu scolaire plus particulièrement, en mettant en avant le rôle prépondérant de l'instituteur et du médecin scolaire. Vous voyez, les parents ne sont pas convoqués, je dirais, dans cette dynamique-là. Et le rôle du médecin scolaire s'inscrit dans le développement de conseils qui s'inspirent des 10 commandements d'hygiène qui ont été faits dans les écoles suédoises, qu'aussi dans une perspective d'orientation future de l'enfant, comme le résume le docteur Couture en avril 1942. L'orientation professionnelle est l'objet des préoccupations du médecin, de telle sorte que l'enfant est médicalement guidé pour le choix d'un métier. Un gros effort reste à accomplir pour faire l'éducation hygiénique des parents et obtenir d'eux qu'ils acceptent de faire examiner régulièrement leurs enfants et surtout de les faire dépister lorsqu'une tare est dépistée. L'avenir de la race en dépend. Alors bon, on est en 42 aussi, il y a quand même aussi un environnement. Mais c'est vrai qu'au-delà, alors on retrouve, je dirais quand même, dans les textes de l'époque, même si l'avenir de la race en dépend, est très connoté, je dirais, sur l'époque, cette idée, voilà, il faut faire dépister, il faut vraiment être sur ce levier-là, et que chaque enfant doit être destiné à un seul métier. Si on est ouvrier, il faut qu'on reste ouvrier, etc., etc. Alors, à cette époque, les techniques d'animation étaient assez intéressantes. Alors, ça allait du buvard, des vignettes aussi, où on parlait d'alcool, de tuberculose, d'alimentation. Il y avait aussi, alors il n'y avait pas le TGV à l'époque, mais des calèches chantées, qui allaient en direction des enfants et des jeunes, surtout en milieu rural. La France était très rurale à cette époque-là. Je dirais, même si ça nous fait sourire, on voit bien quand même que cette dynamique du aller vers reste quand même très prépondérante. C'est comme si on avait réinventé la poudre à l'heure actuelle. Quand on dit aller vers le public, non, ça a toujours été quelque chose. La question, c'est pourquoi on a abandonné cette idée du aller vers. Et que maintenant, on redécouvre que c'est peut-être ça, un des éléments essentiels. Alors, comme je le dis, si bien entendu, ce modèle hygiéniste peut nous faire un peu froid dans le dos, surtout sur l'avenir de la race, nous en dépend. Il est important que ce courant hygiéniste est resté très fortement ancré dans les pratiques des éducateurs et des éducateurs pour la santé, jusqu'au milieu des années 80. Vous voyez, ça fait pas si longtemps que ça. Ce modèle hygiéniste, qu'on pourrait dire, qui était de ne pas prendre en compte les représentations des enfants et des jeunes, modèle très descendant, apport uniquement de connaissances, et sur une éducation un petit peu descendante, où l'adulte est le seul expert de la santé d'autrui. Je crois qu'il y a quand même cette idée qui est assez importante. Alors, en effet, je dirais, avec l'évolution des modèles éducatifs, l'éducation pour la santé a heureusement progressé, on va le dire de cette façon-là, en intégrant, alors il y a beaucoup de choses qui sont passées, vous savez, il y a eu mai 68, la question éducative a été bouleversée. Alors, voilà.
certains diront à tort ou à raison, mais peu importe, ça a quand même été un fait assez important. Les modèles éducatifs ont évolué. Et je dirais que depuis cette époque-là, l'éducation pour la santé en direction des enfants et des jeunes, voire même d'autres publics, est plutôt ancrée sur le développement de compétences. Alors, dans le jargon d'éducation pour la santé, on dit psychosocial. Moi, je dis compétences sociales. Savoir s'exprimer, savoir parler, savoir écouter, savoir être créatif, développer aussi son estime de soi, et surtout en vue d'une émancipation de l'individu, quel qu'il soit, du jeune, de lui donner une véritable place et reconnaissance sociale, et, pour dire un gros mot qui effraie beaucoup de personnes, lui donner du pouvoir sur sa vie, et pouvoir sur son environnement, ce qui, parfois, dans certains milieux, fait craindre le pire. Notamment quand on est au collège et qu'on donne du pouvoir aux jeunes, ça peut être parfois assez mal perçu sur un certain nombre de choses. Mais vous voyez, on est passé dans une perspective très descendante, fondée sur les apports de connaissances, pour aller, effectivement, toujours sur des questions de connaissances. On a toujours besoin de connaissances sur la santé, mais aussi de développer un certain nombre d'aptitudes, que moi j'appelle aussi des aptitudes citoyennes, de vie en société. Qui rejoint aussi, par rapport à mes collègues, toute la question de l'éducation populaire, d'émancipation, d'empowerment, aussi d'apprentissage par le jeu, par le débat, par tout un tas d'éléments. Alors effectivement, François de Singly pourrait très bien résumer l'éducation pour la santé donc en 2004 sur les questions éducatives. L'éducation ne consiste pas ou plus à seulement intérioriser les règles de la vie sociale, comme pouvait le faire Émile Durkheim et d'autres, vie sociale et morale. Elle doit avant tout faire attention à développer la nature spécifique de chaque personne dans le cadre de sa vie quotidienne, etc. Donc on a, je dirais, une évolution qui se pose. Si je repose aussi cette évolution, c'est que je pense, me promenant un petit peu partout quand même, et observant un certain nombre de choses, que cette tension entre deux styles éducatifs, elle existe encore. D'ailleurs, entre la volonté, alors je vais dire d'imposer, c'est un peu violent comme terme, mais les connaissances, sans prendre en compte les représentations de l'enfant, du jeune ou de d'autres publics, sans forcément développer ses propres compétences, c'est-à-dire d'être sur une éducation très directive, reste posée. Je pense que mes collègues de l'éducation populaire ne me contrediront pas là-dessus. On sent bien qu'il y a encore des tensions sur ces questions-là, ce qui fait que quand même, quand on agit auprès des enfants et des jeunes d'ailleurs, ce qui est important, c'est peut-être au-delà du terme de santé, ce qu'on entend par terme santé, c'est de se dire aussi qu'est-ce qu'on met dans le terme éducation. Qu'est-ce qu'on entend et qu'est-ce qu'on veut? Quelle est notre finalité par rapport à ça? Je crois qu'il y a aussi une vraie question, puisque quand on est au clair à peu près, je dirais, sur la définition qu'on donne de l'éducation, ou ce qu'on le veut pour l'enfant et le jeune, évidemment en l'interpellant, nos modalités pédagogiques, là je parle bien de modalités pédagogiques, ne seront pas forcément les mêmes. Donc ça c'est important, et je dirais, pour aller jusqu'au bout du bout, la réception de nos messages de santé, d'environnement, etc., ne seront pas perçus de la même façon pour les enfants et les jeunes. On pourra revenir sur cet aspect-là. Alors, bien évidemment, il est, au-delà de ces questions, je dirais, qui ne sont pas uniquement de sémantique, mais de politique aussi, politique au sens noble du terme, bien évidemment, il est important d'agir auprès des enfants et des jeunes sur les questions de santé. C'est important. On sait que l'acquisition d'un certain nombre de comportements, d'attitudes, de perceptions de son environnement acquis dès l'enfance auront des répercussions sur la vie d'adulte de cet enfant-là. Donc ça, c'est important. C'est-à-dire que l'action en direction des enfants est essentielle dans cette perspective-là, notamment si on se met dans le domaine de la santé,
On voit très bien sur certains programmes, alors je vais prendre des programmes de santé bucco-dentaire, les bons, je parle des bons, pas des moins bons, on voit bien que l'apprentissage, alors autour, je dirais, alors je vais le restreindre volontairement, du brossage des dents, plus c'est acquitté, plus ça va perdurer dans le futur. Alors évidemment avec des hauts et des hauts et des bas. À l'adolescence, c'est un peu comme les cheveux, ça peut tomber. On a l'hygiène à l'adolescence, à la jeunesse reste toujours un peu plus complexe à aborder, mais au moins on sait que ça peut avoir son incidence. Donc effectivement, l'action en direction des enfants et des jeunes est importante dans une perspective future d'adoption de comportements et de maintien des comportements. Alors aussi son enjeu, même si je suis pas un financier pur et dur, c'est aussi des enjeux économiques. Faut pas se leurrer aussi sur ces questions-là. C'est sûr que plus on adoptait un certain nombre de, je vais pas dire de bons comportements, de comportements ad hoc, on peut éviter un certain nombre de maladies ou de traitements excessivement coûteux par la suite. Alors, coûteux pour l'individu et coûteux aussi pour la société. Donc, je crois qu'il y a aussi ces enjeux-là qu'il ne faut pas oublier. Et le dernier enjeu aussi qui peut y avoir, c'est effectivement que si l'acquisition de ces comportements perdure et maintenue, bien évidemment, quand la personne aura ses propres enfants, il y aura une capacité, je dirais, plus développée en tant que telle pour transmettre un certain nombre d'informations ou d'attitudes. Donc il y a quand même, je dirais, un certain nombre d'enjeux aussi qui se passent sur ce volet-là. Alors, je dirais aussi l'autre enjeu aussi, peut-être pour un peu décentrer le débat, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est qu'effectivement le lieu principal d'éducation pour la santé est l'école, les pauvres. Déjà c'est dur d'aller à l'école, mais en plus il faut en plus qu'ils souffrent encore plus avec des actions d'éducation pour la santé. Je dirais ça reste le lieu principal d'action de l'éducation pour la santé. Ça, c'est important de le situer. C'est vrai qu'on a ce qu'on appelle, moi j'aime bien ce terme-là, une population captive. Ils n'ont pas le droit de s'échapper. Donc là, au moins, on sait où ils sont, sauf les décrocheurs, mais au moins, ceux-là, on sait où ils sont. Mais je pense effectivement qu'il y a aussi d'autres lieux. Mes collègues en parleront tout à l'heure, comme les centres de loisirs, qui sont aussi des lieux potentiels de développement de l'éducation pour la santé sous d'autres formes. Alors, sous d'autres formes ou sous d'autres rapports de professionnels vis-à-vis de ces questions-là. Juste pour la petite histoire, jusqu'au milieu des années 70, les mouvements d'éducation populaire travaillaient conjointement avec l'éducation pour la santé. C'était quelque chose d'assez fort. Alors on voit avec des termes qui me rappellent, j'allais dire mon enfance, oui presque quand même, la cure d'air. Avant qu'on appelle ça, alors maintenant on dit ALSH, avant c'était les centres de loisirs, voilà, les centres aérés, enfin on a eu les cures d'air. Moi j'ai été en cure d'air, c'était fantastique. Pas en Bretagne. Alors là, en région centre, il faisait meilleur. Ça, au moins, quand on s'oxygène, c'est mieux. Mais on voit bien, voilà, il y a d'autres lieux qui peuvent exister, mais qui peuvent faciliter plus ou moins le développement d'une éducation pour la santé citoyenne. Parfois, les enseignants, les professionnels de l'éducation nationale, ils ont leur objectif qui est l'acquisition de connaissances. C'est un des objectifs de l'école. On peut pas. Après, il peut y avoir d'autres dimensions critiquables ou critiquées, mais c'est une de leurs dimensions. Et parfois, ces professionnels ont parfois tendance à reproduire l'acquisition de connaissances pures et dures, même sur les questions de santé. Alors, dans les autres professionnels, c'est vrai qu'il y a la question des autres professionnels, il y a les professionnels, et puis il y a les premiers éducateurs des enfants, qui sont les parents. Je crois qu'il ne faut pas oublier non plus cette
Non, mais c'est important quand même de les remettre au cœur du jeu. Je dirais que c'est à la fois ils sont omniprésents et parfois très oubliés. Voilà, on peut avoir. Alors, je ne vais pas passer sur toutes les questions de parentalité qui posent un vrai problème de sémantique, etc. Mais au moins, ce que l'on sait dans la littérature scientifique, c'est que si on veut vraiment développer des actions d'éducation pour la santé, même dans une volonté d'émancipation citoyenne, il est nécessaire d'intégrer aussi les parents dans cette dynamique-là. Alors, nécessaire, je dirais, c'est pluristratégique. On peut agir à la fois sur les enfants, sur l'environnement, et aussi les intégrer aussi les parents dans cette dynamique-là. On sait que voilà, des programmes d'éducation pour la santé qui fonctionnent, ce sont ceux qui intègrent, je dirais, toutes ces dimensions-là, l'enfant, l'environnement, alors que ce soit le centre de loisirs, que ce soit l'école, etc., et en même temps les parents. Alors, cependant, ça pose aussi la question, alors comment les toucher, ça on pourra y revenir, mais des rapports aussi qu'entretiennent les parents avec les structures dans lesquelles se déroulent les questions d'éducation pour la santé. Quels sont les rapports qu'entretiennent les parents avec l'école? Quels sont les rapports qu'entretiennent les parents avec les centres de loisirs? Il y a des questions aussi de confiance qui se posent, j'y reviendrai un petit peu plus longuement tout à l'heure, qui est importante aussi à préciser. Les questions de confiance, voilà, se posent dans notre propre rapport d'adulte, de parents, vis-à-vis des institutions. Comment elle me perçoit? Qu'est-ce qu'elle attend de moi? Qu'est-ce qu'elle attend de moi au travers des actions d'éducation pour la santé? Est-ce qu'elle ne veut pas me contrôler? Est-ce qu'elle ne veut pas dire que je suis une mauvaise mère? Non, mais c'est des vrais, je crois que c'est des vraies questions qui se posent. Alors, travailler sur les parents, forcément, c'est aussi important, je dirais, sur un des volets. Alors, on parle fréquemment en promotion de la santé, la lutte contre les inégalités sociales de santé. C'est-à-dire que, effectivement, agir sur les enfants permet de réduire la question des inégalités sociales de santé, mais ce que l'on sait aussi, c'est qu'il faut aussi agir sur les parents, parce que de nombreuses études montrent que, à l'âge adulte, l'enfant aura les mêmes problématiques de santé que ses parents, selon leur position sociale, culturelle, etc. Donc il faut aussi agir en direction des parents, pas uniquement sur le volet santé, sur le volet éducatif, de la promotion professionnelle, etc. Donc ça, c'est un enjeu assez fort. Et juste pour revenir quand même sur ces questions d'inégalité sociale de santé, elles se construisent dès l'enfance. Alors elles peuvent s'accentuer par la suite. Les inégalités sociales de santé, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est d'une part, ce n'est pas la lutte contre la précarité. Les inégalités sociales de santé traversent la société française. Et en gros, moi je suis ouvrier, donc je vais avoir tel état de santé, mais il sera inférieur à celui qui est cadre, et le cadre aura une position sociale. Donc ça traverse l'ensemble de la société française. Comment? Inférieur ou différent. Inférieur ou différent. Alors ça, ce qui donne quand même de l'espoir, c'est qu'effectivement, si vous êtes ouvrier et que vous passez cadre, vous allez adopter les comportements de santé des cadres. Par contre, si vous faites en sens inverse, vous adopterez la même attitude que la catégorie, je dirais, sociale. Donc ça traverse l'ensemble de la société française. C'est pas qu'une question de précarité. Ce qui se pose au travers des inégalités sociales de santé, c'est aussi la question de la justice sociale, de l'équité. Alors ça ne veut pas dire, même si je sais qu'en période de baisse d'impôts ou d'augmentation des impôts, voilà, les riches, etc. Voilà, mais ça pose ces questions d'équité. Donc, je dirais paradoxalement, quand on fait une action d'éducation pour la santé, on doit aussi se poser la question, est-ce que je ne renforce pas les inégalités?
quand j'agis auprès d'enfants, les mêmes questions se posent aussi dans les mouvements d'éducation populaire. Est-ce que je ne renforce pas les inégalités? D'ailleurs, si je parle à tout le monde de se brosser les dents, rassurez-vous, je me suis brossé les dents, j'avais bien ma brosse à dents ce matin, il n'y a pas de souci. Est-ce que, en développant un programme sur cette question-là, est-ce que tous les enfants ont la possibilité d'accéder à une brosse à dents chez eux? Est-ce que tous les enfants ont la possibilité d'accéder au dentiste, si on détecte un certain nombre de problèmes? Vous voyez, c'est ce que l'on sait en général, c'est que les premières catégories qui s'emparent fréquemment de toutes ces questions-là, c'est les catégories les plus aisées. Donc, il faut se poser la question à chaque fois de est-ce que je ne renforce pas les inégalités? Deuxième enseignement aussi qu'on a sur les inégalités sociales, et ça c'est important, ça fait le lien aussi avec les questions éducatives que je soulevais tout à l'heure, c'est que, j'allais dire, rien ne sert de courir, il faut partir à point, c'est pas tout à fait ça, c'est que la lutte contre les inégalités sociales de santé n'est pas qu'une question de comportement individuel. L'ensemble des études montrent très bien que si, au jour d'aujourd'hui, tout le monde suivait l'ensemble des magnifiques prescriptions qu'on nous donne, manger 39 fruits et légumes, oui, je vais m'en sortir, mais je suis très bavard en fait. Manger des fruits et légumes, arrêter de fumer, consommer modérément, faire du sport, ces inégalités sociales persisteraient. D'ailleurs que la santé, on voit bien qu'elle n'est pas uniquement d'affaire de comportement individuel, mais qu'elle est liée aussi à l'environnement et à notre position sociale dans la société. Alors, quand je dis position sociale, c'est pas uniquement une affaire de classe sociale. C'est comment je me sens reconnu par la société. Est-ce qu'en tant qu'enfant, je me sens reconnu par la société? Est-ce que j'ai une place? Est-ce qu'en tant que femme, je suis reconnu? Est-ce qu'en tant qu'ouvrier, j'ai une reconnaissance sociale? Donc, dès que vous voyez un programme éducatif qui ne va que sur les comportements individuels, vous pouvez dire, attention, il y a quand même un petit problème, il faut aussi aller un petit peu plus loin. Alors, c'est important quand même de le préciser parce que, les grands programmes que j'adore, c'est les programmes d'hygiène. Il faut bien qu'ils se lavent les mains, etc. Mais est-ce que dans ma structure, il y a du savon? Est-ce que dans ma structure, il y a de quoi s'essuyer? Non, mais c'est très trivial. Mais c'est essentiel. Voilà, c'est... Alors, je continue, j'ai encore combien à peu près? Rien du tout? D'accord. On reviendra après. Oui, on reviendra après. Alors, évidemment, ça interroge nos modalités d'action sur les enfants. Un des éléments aussi, c'est de bien de dire que, comme dit Massé, un Québécois, les gens ne sont pas des cruches vides. C'est-à-dire qu'il est nécessaire de s'interroger sur leur représentation de la santé pour adapter aussi nos actions. Quand on est sur des enfants de 8 à 10 ans, alors ça rentraîne nos modalités d'action. Si vous leur dites est-ce que le tabac c'est mal, forcément, on est dans un monde très binaire. Ils vont vous dire c'est sale. Si vous faites ça auprès des enfants de 14 ans, des adolescents, ils sont en bonne forme. Se projeter dans le futur, vous savez, leur dire vous avez un cancer à 50, 60 ans, je dirais, ils n'en ont rien à secouer. Donc c'est sûr que nos modalités d'action doivent aussi s'adapter avec les représentations de la santé. Moi qui ai fait une analyse sur les conseils municipaux d'enfants sur le volet santé, c'était très mignon. Ils sont mignons les enfants. Parce que on va défendre l'environnement. Alors, j'ai rien contre la défense de l'environnement. C'est pas bien, patati patata. Vous faites un conseil municipal de jeunes. Là, on n'est pas dans le même registre. L'alcool peut être super. Vous voyez, c'est important aussi en termes d'identification de se poser. Par exemple, qu'est-ce que disent les jeunes sur la prévention? Vous ne savez pas ce que pensent les jeunes, la prévention est moralisatrice, stigmatisante, les documents c'est écrit trop petits, les affiches sont nulles, les jeunes ne pensent pas tout le temps à faire l'amour, ils ne l'avaient pas dit comme ça, boire de l'alcool, fumer, etc. Alors, ça c'est des paroles que j'ai recensées auprès d'une centaine de jeunes sur toute la France, qui disent à peu près la même chose, qui sont engagés sur des programmes d'éducation par des pairs, qui s'engagent sur les questions de santé.
va pas revenir sur l'éducation par les pairs tout de suite, mais ce qui est important, c'est que ce regard qu'ils ont sur la prévention doit nous interpeller aussi sur la manière dont on le fait. C'est-à-dire qu'en ce moment, il y a un écart grandissant qui se crée entre les professionnels, les jeunes, je dirais même la société française et les jeunes, qui fait que, d'une part, les jeunes se sentent excessivement stigmatisés et que, paradoxalement, même s'ils ont des structures qui sont adaptées pour eux, ils ne vont pas y aller parce qu'ils n'ont plus forcément confiance dans l'adulte qui est à l'intérieur. Donc je crois qu'il y a un enjeu assez important. Dans le même ordre d'idée, mais c'est même nous en tant qu'adultes, peut-être il est nécessaire aussi de clarifier ou peut-être de mieux se coordonner sur un certain nombre d'actions de santé. Je suis toujours, alors ayant eu l'expérience en tant que directeur de comité d'éducation pour la santé, donc des IREPS ou même animateur, moi je trouve ça assez fantastique que dans la même année, on passe de l'hygiène aux dents, à l'alimentation. Bon, après qu'on est plus grand, ils ont droit à plus. Sexualité, toxicomanie, alcool. Et il est peut-être intéressant de s'interroger sur la multiplicité des messages que l'on donne et les capacités des personnes à les hiérarchiser, à les classifier et à les mettre en œuvre. Alors, je dis ça parce que sur le cas adulte, on a le même type de problématique. On est inondé de campagnes de prévention. Si je me mets sur un... En gros, je commence par quoi? Je me mets au sport, mais en même temps, il y a d'autres campagnes qui disent attention aux accidents du sport. J'arrête de boire, mais je vais taper ma femme. Parce qu'après, il y a des numéros sur la violence. Enfin, vous voyez, c'est au-delà de la boutade, cette hiérarchisation et cette coordination peut aussi même se poser en tant que rapport entre l'école et, par exemple, les centres de loisirs, s'ils développent des actions similaires qui, comme on le dit, nous, entraînent ce qu'on appelle tout simplement une saturation des messages. Et en gros, qui veut dire « foutez-nous la paix ». Non, mais c'est, j'ai des mots assez durs, mais on est un peu sur ces questions-là. Sur les parents, très rapidement, parce que j'ai plus beaucoup de temps, mais je vais y arriver. Sur les parents, effectivement, nécessaire de travailler sur les parents. C'est un peu, je dirais, avec les parents aussi, car c'est eux qui construisent l'univers santé aussi de l'enfant. Nous, on avait vu ça sur une étude sur les enfants et les médicaments. Pour les enfants de 8 à 11 ans, leur conception et leur regard sur le médicament est façonné par leur univers familial. Alors, ça va de l'armoire à pharmacie, ça va de on va voir papy, il a plein de médicaments, la confiance en la mère pour donner les médicaments, elle sait, parce que c'est maman. Je dis pas que les mamans ne savent pas, c'est pas du tout dans ce sens-là, mais cet univers-là est construit. Donc ça, c'est important. Et dans le rapport sur les institutions, ça, j'insiste beaucoup. Il y a un article qui est mis dans votre bibliographie, qui n'est pas de moi, donc je le dis en toute tranquillité, de Marie-Clémence Lepape, qui, elle, s'est interrogée. Alors, elle a interrogé des parents, elle a interrogé des enfants, on est plus sur un public collège, sur leur perception de la prévention. Ce qui est intéressant, c'est que, d'une part, on peut se dire, est-ce que faire de la prévention dans différents lieux, c'est pas déposséder les parents de leurs responsabilités? Ce que disent les parents qui sont interviewés, c'est bah oui, vous leur parlez de sexualité, mais c'est nous on le fait régulièrement, vrai ou faux, peu importe. Je vois pas de quoi l'État se mêle sur ces questions-là. Deuxième élément aussi qu'elle montre très très bien et qu'on a pu observer dans d'autres lieux, c'est cette question un peu de la stratification sociale. Si vous faites une conférence sur, allez, on va dire, les risques adolescents, les conduites addictives, conduites à risque, les classes supérieures vous diront « ne va pas à la conférence ». Alors, non pas que leur enfant ne peut pas être touché, c'est que nous, on a notre réseau. Donc, l'école ne sert pas à grand-chose là-dessus, et puis en plus, ce n'est pas forcément des professionnels bien cotés qui vont le faire. Les classes moyennes, c'est les classes moyennes, il va pas, ça c'est au choix. Et puis on a les milieux défavorisés qui vont dire nous on n'y va pas. Nous on n'y va pas, parce que si on y va, à la fin du fin, on va dire qu'on éduque mal nos enfants. Vous voyez, c'est cette question du rapport de confiance, alors qui est bien souvent liée aussi au traumatisme qu'on a subi en tant que parent à l'école. Non mais il y a aussi
cette limite-là, ce qui fait que parfois les rapports de confiance peuvent être faits. Il y a aussi les questions d'acceptabilité ou d'adaptabilité, c'est-à-dire qu'une des idées aussi, c'est de dire en agissant sur les schtroumpfs, ils vont aller en parler à leurs parents et ça va être fantastique. Alors on s'aperçoit quand même que il y a des éléments qui passent, mais sur des phénomènes de long terme. Moi je reste toujours un petit peu dubitatif, et par expérience aussi, c'est la responsabilité qu'on fait porter aux enfants sur ces questions-là. C'est-à-dire que nous on est bien gentils, voilà, il faut que tu en parles à tes parents, voilà, enfin bref, mais ce qu'on ne sait pas c'est quel est le lien social qui est à l'intérieur de la famille, quelles sont les disponibilités. Alors quand je dis disponibilité, ça peut être culturel, financier, à mettre en œuvre ce que nous on essaye de dire. Et parfois ça peut créer de la tension. Un des éléments centraux, ça a été le programme national nutrition santé, le premier, parce qu'après dans le deuxième, avec les 5 fruits et légumes, on peut devenir excessivement injonctif. Les professionnels peuvent devenir excessivement injonctifs, et parfois aussi, ça crée un certain nombre de tensions, voire l'effet contraire de ce que l'on veut. On a pu observer ça sur les mères de famille qui n'ont pas beaucoup de moyens financiers, mais qui sont aimantes et qui font attention à la santé de leur enfant, qui se disent, mais si je leur donne pas 5 fruits et légumes, ils vont être chétifs, ils vont être mal formés, etc. Donc, faisons attention aussi à cette multiplicité, je dirais, de messages. Alors, sensibiliser et former les professionnels me semble aussi un enjeu, alors, à la fois sur la question de l'éducation, de ce qu'on entend par éducation pour la santé, et puis aussi parfois ce qu'on entend, ce que j'entends, depuis de nombreuses années, qui est encore plus accentué maintenant en période de restriction financière, c'est ça demande beaucoup de moyens quand même de faire de l'éducation pour la santé. Alors, oui, soit si on s'engage sur des actions, mais parfois des questions d'attitude très simples ont aussi beaucoup d'effets favorables sur la santé des enfants et des jeunes. Dire bonjour, ça nous paraît trivial. Dire tout simplement comment ça va sont des éléments qui ont été en plus identifiés, évalués, qui permettent aux jeunes de sentir en confiance et en situation de bien-être dans le lieu dans lequel il est. Et vous voyez, ça demande quand même pas beaucoup d'argent de mettre ça en œuvre. Donc ça, c'est important. Donc je passe sur la question quand même de l'éducation populaire. Dire voilà, les rapports de confiance qu'on peut avoir. Ils vont y venir, vous inquiétez. Et voilà, et je crois que j'ai terminé. Voilà, et qu'on est justement aussi sur une santé émancipatrice et non pas hygiéniste. Merci à vous.